Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de redéballage de boîtes. Aujourd'hui, l'investigateur Père Mathéo et les cartes de la classe mystique de la boîte La Civilisation oubliée. Alors deux petites remarques avant de commencer. La première, c'est que ces derniers temps, des fois il y avait des bruits parasites et d'hirondelles. Parce que il faisait chaud, j'ouvrais les fenêtres, on entendait les oiseaux. Aujourd'hui, il pleut, donc les fenêtres sont fermées, mais si vous entendez un bruit répétitif, c'est la pluie. Deuxième chose, cette vidéo, j'avais prévu de la faire il y a assez longtemps. J'ai commencé à enregistrer le son et au bout de 50 minutes à peu près, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un problème. Je crois que le micro n'était pas branché. Quand ça arrive, c'est particulièrement agaçant. Du coup, j'ai laissé de côté. J'ai enregistré tous les onglets correspondant aux cartes dont je voulais parler. Voilà, j'ai enregistré tous les onglets comme marque-page dans Firefox. Là, je viens de tout ressortir. J'ai plus en tête exactement ce que je voulais vous dire. Donc, lors de l'enregistrement, je vais dire ce que je trouve à dire sur les cartes. En voyant les onglets, j'espère que ça me reviendra tout ce que je voulais vous dire. Et j'espère que ça ne se ressentira pas sur la qualité de la vidéo. Voilà pour cette petite introduction. Alors, Père Mathéo, l'investigateur de classe mystique de cette boîte. Père Mathéo, son sous-titre c'est le prêtre. Il a les traits croyant et veilleur. 4 de volonté, 3 d'intelligence, 2 de force, 3 d'agilité, 6 de santé, 8 de santé mentale. Réaction après qu'un investigateur ait révélé un pion KO échec automatique. Annulez ce pion et traitez-le comme un pion signe des anciens à la place, limite d'une fois par partie. Signe des anciens, vous réussissez automatiquement. Après la fin de ce test, choisissez l'une des options suivantes. Piochez une carte et gagnez une ressource, ou, si c'est votre tour, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire à ce tour. Taille du deck, 30 cartes. Carte mystique de niveau 0 à 5, carte bénie de niveau 0 à 3, carte neutre de niveau 0 à 5. Carte signature, carte faiblesse, et un truc particulier, première fois qu'on l'a vu, ça s'est pas revu depuis. Expérience bonus, vous débutez la campagne avec 5 points d'expérience supplémentaires. Cela n'affecte pas le nombre de faiblesses que vous devez inclure en mode indépendant. Alors oui, petite précision, moi je n'ai jamais joué en mode indépendant, ça m'a jamais particulièrement tenté. Mais si vous jouez en mode indépendant, c'est-à-dire vous choisissez un scénario, même potentiellement le dernier scénario de la campagne, vous choisissez de ne jouer que ce scénario-là, et bien vous construisez votre deck, vous attribuez autant de points d'expérience que vous voulez à votre deck, je crois que la limite c'est 49 points d'expérience, je dirais de mémoire, mais par contre il y a une règle, tous les 9 points d'expérience, pareil toujours de mémoire, vous devez rajouter une faiblesse de base. Donc là ce que ça dit c'est, quand vous constituez un deck, en mode campagne ou en mode indépendant, vous avez le droit à 5 points d'expérience, et si c'est en mode indépendant, ces 5 points d'expérience-là ne comptent pas dans l'expérience qui vous oblige à mettre des faiblesses en plus. Donc, si à partir du 10e point d'expérience, vous devez rajouter une faiblesse, avec Père Mathéo, c'est à partir du 15e point d'expérience. Bon, alors, Père Mathéo, 6 points de vie, 8 points de santé mentale, c'est du classique pour un mystique. C'est total de 14, plus de santé mentale que de santé physique. Oui. Bon, sachant que comme c'est un mystique, moi je vais quand même être tenté de lui mettre 2 études des arcanes, donc il commencera la partie probablement... Enfin, si je lui mets 2 études des arcanes, il commence la partie avec 2 traumas mentaux, et du coup, avec 6 points de santé et 6 points de santé mentale restants. Ses caractéristiques, 4 de volonté, c'est ce qu'il faut pour un mystique. De toute façon, on va essayer de concentrer un maximum de tests sur la volonté, on va essayer de faire un maximum de tests avec la volonté, du coup on mettra dans le deck de quoi la booster. Saint-Rosaire, Clé de Saint-Hubert, David Renfield, voilà. 3 d'intelligence, c'est moyen, mais ça, combiné avec un petit bonus, ça peut être suffisant pour faire quelques enquêtes, pas les plus dures. Donc, Père Mathéo, s'il a une lampe torche, il peut faire quelques enquêtes avec son intelligence. Il sera moins efficace qu'avec le rituel de recherche, mais voilà, le rituel de recherche, en général, on n'aime pas l'utiliser en première action du tour,
Si on a, mettons, 6 de volonté, qu'on est dans un lieu qui a une valeur occulte de 1 ou 2, bon, c'est peut-être gaspiller une charge, surtout s'il n'y a qu'un seul indice disponible. Père Mathéo n'est pas à la rue en termes d'intelligence. Donc, éventuellement, moi, 4 de volonté et 3 d'intelligence pour un mystique, je lui mets une clé de Saint-Hubert, je l'envisage pour un solo. Je me dis, entre les enquêtes avec l'intelligence et l'utilisation du rituel de recherche, il devrait quand même trouver les indices. 2 de force, c'est pas grave, vous combattez à la volonté. 3 d'agilité, c'est correct. Donc en fait, moi je le trouve pas faible. En combat, il combat avec 4 de volonté. En enquête, il en fait une partie à 4 de volonté, une partie à 3 d'intelligence. S'il a besoin de fuir, il utilisera ses 3 d'agilité. Éventuellement, si vous voulez jouer la fuite, vous lui mettez un sort adapté. Et encore une fois, il a 4 de volonté. Alors, sa réaction, il est un peu bizarre, Père Mathéo, globalement, parce que les investigateurs, les autres, ont une capacité qui marche pendant toute la partie. Mark Harrigan, pendant toute la partie, dès qu'il y a une blessure qui est posée sur une carte qu'il contrôle, il pioche une carte. Bon, il y a une limite d'une fois par phase, mais c'est toute la partie. Non, pardon, Daisy Walker. Daisy Walker, pendant toute la partie, elle a, une fois par tour, la possibilité de faire une action gratuite pour utiliser un livre. Jenny Barnes, toute la partie, elle a plus d'une ressource, etc., etc. La capacité de Père Mathéo, c'est que une fois par partie, il transforme un échec automatique en signe des anciens. Alors, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le signe des anciens, j'en ai encore jamais vu de négatif, j'en ai encore jamais vu qui donne un malus. Au pire, c'est un 0. Fréquemment, on est plutôt dans le plus 1, des fois on peut être dans le plus 2, plus 3, plus X. Des fois, ça donne un bonus autre. Par exemple, de mémoire, Zoé Samaras, c'est si vous résolvez une action de combat, vous infligez une blessure supplémentaire. Daisy, j'ai plus le texte exact, mais ça fait piocher 1 par livre en jeu. Alors je ne sais plus si c'est automatiquement ou seulement si on réussit le test. Voilà, toujours est-il que le signe des anciens, c'est un des meilleurs jetons du sac. Et si on choisit d'exécuter le test, a priori on est dans une situation dans laquelle la pioche du signe des anciens fera réussir le test. Si c'est un test qu'on n'a pas choisi, on pioche une carte du deck de rencontre, elle dit « Faites un test de volonté 6 », on joue Finn Edwards, il a 1 de base, on n'a pas choisi de faire le test, malgré le signe des anciens, alors Finn Edwards, bon pareil, il faudrait que je regarde, je ne les connais pas par cœur, ça lui suffira pas. Mais en tout cas, transformer un échec automatique en signe des anciens, souvent ça va vouloir dire transformer un échec en réussite. Mais c'est seulement une fois par partie. Le signe des anciens pour Père Mathéo, alors là, c'est simple. Il n'y a pas à tortiller du cul, vous réussissez automatiquement. Il n'y a pas de question de modificateur, vous réussissez. En plus de ça, après avoir résolu le test, après donc la réussite automatique du test, vous avez 2 possibilités. Soit piocher une carte et gagner une ressource, normalement ça demande 2 actions, soit effectuer une action supplémentaire à ce tour si on est en train de jouer son tour. Donc une action de ce qu'on veut. Soit la pioche d'une carte et le gain d'une ressource, ce qui normalement aurait demandé de dépenser 2 actions pour faire ça, soit une action de son choix. Mais uniquement si on n'est pas en son tour. Alors que la ressource et la carte, ça peut être pendant le tour d'un autre joueur. Donc alors je ne sais plus dans quelle vidéo ou peut-être dans quel podcast que j'ai écouté ou regardé récemment, quelqu'un disait, oui voilà, je sais, c'était une vidéo de Team Covenant, et il y avait quelqu'un de FFG, peut-être Matt Newman, le co-auteur du jeu, qui disait, voilà, Père Mathéo, l'idée c'est qu'il est béni, il a de la chance, il a une chance anormale, voilà, là, hop, c'est réussi, il n'y a pas de question, c'est une réussite miraculeuse. Concernant sa construction de deck, les cartes mystiques de niveau 0 à 5, bon, rien de particulier à dire. Les cartes bénies de niveau 0 à 3, Père Mathéo, quand il est sorti de mémoire, je dis bien de mémoire, je vérifierai après quand je vous montrerai les cartes bénies, il y en avait 0 en dehors des cartes mystiques. Donc ça a un peu changé depuis.
carte neutre de niveau 0 à 5, bon c'est classique. Père Mathéo quand même il est quasiment pur mystique. Pas complètement mais quasiment. L'expérience bonus de 5 points, c'est sympathique. Alors selon les campagnes, selon le niveau de difficulté, selon votre réussite, 5 points d'expérience, ça va être un peu moins que ce que vous gagnez lors du premier scénario d'une campagne, ou ça peut être ce que vous mettez 2 ou 3 scénarios à gagner. Récemment, j'ai fini une campagne de la route de Carcossa, duo, Marc Harrigan et Caroline Fern. Le premier scénario de la campagne de Carcossa, j'ai gagné, je crois, 8 points d'expérience. Père Mathéo, s'il avait joué à la place d'un des deux, en supposant que j'aurais eu le même gain d'expérience, il aurait eu 5 points avant le premier scénario, ce qui l'aurait rendu quand même plus efficace que s'il était parti qu'avec des cartes de niveau 0. À la fin du premier scénario, 8 points d'expérience, donc il entamait le deuxième scénario avec un deck à 13 points d'expérience. Voilà. J'ai vu dans des vidéos, ça c'est Shep, dans sa vidéo où il joue Ashcan Pit en solo, il me semble que dans la première vidéo, il dit le cœur de mon deck nécessite 5 points d'expérience. Père Mathéo, il commence avec 5 points d'expérience. Alors, petit truc, la réaction de la carte devrait donner quand un investigateur révèle un jeton tentacule. Oui, donc c'est pas après que, c'est quand. D'accord. Bon, là je vois pas bien, je vois pas de situation précise dans laquelle ça aurait une influence. Faudrait voir ce que les gens en disent, faudrait discuter avec des spécialistes. Deuxième clarification, ça c'était un erratum clarification. Si un test, je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, si un test est à la fois automatiquement réussi et automatiquement raté, il est automatiquement raté. Voilà. Alors, carte signature de Père Mathéo. Le codex des âges. C'est un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main. Objet, relique, livre, béni. Deck de... Ah oui, ça toujours... Je sais pas pourquoi sur les traductions ils ont mis Frère Mathéo, chaque fois j'ai du mal à ne pas me tromper en lisant. Bref, deck de Père Mathéo uniquement, scellé, signe des anciens. Alors scellé, j'ai déjà dû en parler dans d'autres vidéos, je sais plus lesquelles exactement. Là l'idée, vous posez le codex des âges, vous regardez dans votre réserve du chaos, dans votre sac du chaos, dans votre bol du chaos, que sais-je, vous cherchez le jeton signe des anciens, vous le posez sur la carte. Et maintenant, ce jeton, il n'est plus dans la réserve. Vous ne pouvez plus le piocher, il est coincé sur cette carte. Vous gagnez +1 de volonté tant qu'il y a un pion scellé sur cette carte. Donc vous retirez du sac le jeton qui donne un bonus intéressant à tous les investigateurs à la table et qui vous donne à vous une réussite automatique. Et à la place, vous gagnez +1 en volonté. Ouais. Alors +1 en volonté pour tous les tests à la place d'une chance sur 15 ou 16 de réussir automatiquement, je sais pas. Une fois que vous avez retiré le jeton du sac, il y a un jeton de moins. Donc vous passez, je crois que dans la campagne de Carcossa, je vais rester sur cet exemple parce que j'aime particulièrement cette campagne et j'y ai beaucoup joué dernièrement. Enfin, c'est celle à laquelle j'ai le plus joué dernièrement. 16 jetons, un échec automatique, une réussite automatique pour Père Mathéo. Vous jouez le codex des âges, vous passez d'une chance sur 16, d'une probabilité d'un 16e à une probabilité d'un 15e pour piocher l'échec automatique, et vous n'avez plus de réussite automatique. Votre sac du chaos, il est moins bon. Pour gagner +1 de volonté, j'ai pas fait les calculs statistiques. Par contre, la suite de la carte, réaction, quand vous devriez révéler un pion chaos de la réserve du chaos, défaussez le codex des âges, résolvez le pion signe des anciens qui était scellé sur cette carte, comme s'il venait d'être révélé de la réserve du chaos, au lieu de révéler un pion de la réserve du chaos. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment ça qui est important. Ok, pendant un certain temps, vous n'avez plus de réussite automatique, vous avez un sac du chaos un peu moins bon statistiquement, mais vous avez une meilleure compétence, mais surtout, au moment où vous n'avez aucune chance de réussir, ou quasiment aucune chance de réussir, vous défaussez votre carte, vous dites voilà, je joue ma réussite automatique. Donc cette carte-là,
c'est une question de timing. Plus il y a de joueurs autour de la table, plus ça va râler si vous scellez le signe des anciens. Plus on est tôt dans la partie, probablement plus ça va râler parce que il n'y a pas encore de danger. Par contre, en fin de partie, c'est la certitude d'une réussite automatique. Faudra voir les scénarios, mais mettons qu'à la fin de la partie, il y a un combat à faire, un combat difficile. Bon, que vous soyez en solo ou en multijoueur, voilà, il faut délivrer une attaque puissante. Et éventuellement, vous jouez le codex des âges, vous entrez dans le lieu où doit avoir lieu le combat, vous déclenchez votre flétrissement de niveau 3 ou 5. Père Mathéo, il a vite de l'XP pour avoir des bonnes cartes de combat. Si dans votre groupe, vous le spécialisez en combat, moi je dirais que à la fin, pour le début du 3e scénario, il a au moins un flétrissement de niveau 5. Donc voilà, première action, il joue le codex des âges. Deuxième action, il entre dans le lieu. Troisième action, il utilise flétrissement. Il résout le signe des anciens, qui remet donc dans le sac, et il dit, réussite automatique avec le flétrissement de niveau 5, qui, si ma mémoire est bonne, fait quand même 3 dégâts. Je vais vérifier. Oui, voilà, le flétrissement de niveau 5, c'est plus de dégâts, et si vous piochez le mauvais jeton, c'est 2 horreurs. Donc, une attaque réussie automatiquement à 3 dégâts, c'est intéressant. Bon, il y a une discussion assez courte en fait. Alors oui, bien évidemment, plus en volonté, les mystiques essaient de faire un maximum de choses à la volonté. Si vous avez un Père Mathéo qui est spécialisé soit dans le combat, soit dans l'investigation, qui fait tout à la volonté, plus en volonté, c'est très intéressant. S'il est polyvalent et qu'il essaie de faire une partie de ses enquêtes à l'intelligence, son plus 1 de volonté ne lui servira moins fréquemment. Au final, une carte extrêmement situationnelle, mais extrêmement utile, encore une fois, une réussite automatique. Donc, à jouer au bon moment. Si je reviens dans mon exemple du combat, il est tout à fait possible aussi que un autre investigateur fait son tour, mettons Zoé Samaras, elle fait 3 attaques contre l'ennemi. Père Mathéo, première action, il joue le codex des âges. Deuxième action, il fait une réussite automatique avec son flétrissement de niveau 5. Troisième action, il tente une attaque au flétrissement de niveau 5 en piochant dans le sac. Mais il va falloir, encore une fois, choisir le timing. Si vous faites jouer Père Mathéo, si vous faites poser le codex des âges en avance, Zoé Samaras, elle bénéficie pas, elle peut pas piocher le signe des anciens. Donc il va falloir probablement faire jouer Père Mathéo en dernier. Ça va être je pose le codex des âges et j'utilise dans la foulée, ce qui veut dire que vous avez besoin d'avoir une main de libre. Si vos 2 mains sont occupées quand vous jouez le codex des âges, vous défaussez une chose qui vous prenait une main, par exemple un atamé spirituel, et vous utilisez le codex dans la foulée, donc en fait, quelque part, vous payez 2, éventuellement vous défaussez un soutien que vous aviez en main pour une réussite automatique. Ou alors vous le gardez longtemps pour le plus 1 de volonté si vous êtes sûr que le signe des anciens ne vous manquera pas. Faiblesse. Serpent de Hygge, c'est un ennemi. Humanoïde monstre serpent, 2 de force, 3 points de vie, 2 d'agilité. Proie, Père Mathéo uniquement. Chasseur. Révélation, cherchez le pion chaos signe des anciens dans la réserve du chaos et scellez-le sur les serpents de Hygge. Il inflige 1 dégât et une horreur. Alors, quand on scelle, là c'est indiqué, là en tout cas c'est indiqué clairement, vous cherchez le pion dans la réserve du chaos. S'il n'est pas dans la réserve du chaos, il ne se passe rien. Si vous avez le codex des âges en jeu, le signe des anciens est sur le codex des âges, le serpent de Hygge arrive, le signe des anciens reste là où il est. Par contre, si le serpent arrive à un moment où le signe des anciens est dans la réserve du chaos, vous posez le signe des anciens dessus. Alors cet ennemi, déjà il vous chasse. Si vous voulez récupérer votre signe des anciens, il va falloir le tuer. Il n'a que 2 en force. Par contre, il a 3 points de vie. Ça, c'est toujours le truc pénible. Un ennemi qui a 3 points de vie, ça va par exemple vous demander 2 charges de flétrissement. À moins que vous ayez un flétrissement de niveau 5, ça c'est sûr. Niveau 3, je me souviens plus combien de dégâts ça fait. Donc, probablement, il faudra lui faire une attaque au flétrissement pour lui faire perdre 2 points de vie. Et ensuite, une attaque à la tamée spirituelle. Bon, il a 2 de force de base. Père Mathéo a 2 de base.
et l'Atame donne un bonus de +2. Donc ça sera un combat à 4 contre 2, c'est pas garanti. En mode normal, vous avez quand même d'assez bonnes chances. Voilà. Donc au final, bon, une faiblesse embêtante, mais si vous arrivez à le tuer rapidement, bon, c'est pas trop un problème. Si tout se passe bien, si vous êtes bien installé, une attaque au flétrissement, une attaque à l'Atame spirituelle, et c'est réglé. Construction de deck, je disais les cartes bénies. Alors oui, ce que je disais dans ma vidéo précédente, j'expliquais que des fois il y avait des problèmes lors de la recherche par trait, parce que certaines cartes sont disponibles déjà en français, donc il faut chercher avec, dans la version fr.arcamdb, il faut chercher avec le trait en français, mais il y a certaines cartes qui ne sont pas encore traduites, et dans ce cas-là on ne les trouve que si on cherche avec le trait écrit en anglais. Donc c'est pour ça que là dans ma recherche, vous voyez en haut, K, donc ça veut dire trait béni, le trait vertical c'est ou blessed, et béni au féminin, je sais plus, bon ça sert à rien, mais j'avais enregistré comme ça dans mes favoris, parce que je crois la première fois que j'ai fait la recherche, j'avais pas toutes les cartes. Là je pense qu'il y a toutes les cartes. Père Mathéo a le droit aux cartes bénies jusqu'au niveau 3, donc ça concerne toutes les cartes qu'il y a là. La première pas encore, quoique pas encore sortie, devant le trône noir, je sais pas, j'ai pas acheté le dernier pack, il sort ce mois-ci. Est-ce qu'il est déjà sorti? Est-ce qu'il va sortir? Je m'en souviens plus. Voilà. Donc, Hallowed Mirror, aucune idée quand ça va être traduit. On a le droit d'en mettre qu'un par deck. Et quand il entre en jeu, on va chercher les 3 copies de la carte liée Soothing Melody. Voilà, alors, d'après mon traducteur, ça se traduit par mélodie apaisante. Voilà. Vous en ajoutez une à votre main, vous mélangez les deux dans votre deck. Quand le miroir, machin truc, quitte le jeu, vous prenez toutes les copies, même si elles sont plus en jeu, et vous les retirez de la partie. Alors ça, c'est une mécanique, les cartes liées, c'est une mécanique qui apparaît dans le pack Devant le trône noir, dernier pack de la campagne, le cercle brisé, et apparemment il y en aura plus dans la campagne suivante, les dévoreurs de rêves. Donc oui, ça c'est un soutien niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'accessoires. Emplacement d'accessoires, c'est un peu disputé chez les mystiques. Et ça vous permet de récupérer un événement. Alors ça faudra regarder les précisions, il faudra chercher les FAQ, les erratums, et a priori, comme Père Mathéo a le droit d'avoir la carte miroir, il devrait pouvoir utiliser les cartes liées à cette carte miroir, même si cette carte-là, si elle n'était pas liée, il ne pourrait pas la mettre dans son deck. Donc là, cette carte-là qu'on a en 3 exemplaires, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui coûte 0. Tiens, d'ailleurs, il n'y a pas de niveau marqué dessus, ça va être pour montrer qu'on ne peut pas le prendre indépendamment. Un sort lié au miroir, soigner 2 dégâts ou 2 horreurs, ou n'importe quelle combinaison des deux, de n'importe quel investigateur et ou allié dans le lieu, piocher une carte. Du soin, ouais, du soin, oui, la carte, l'événement en lui-même, la mélodie apaisante est intéressante, mais il va falloir garder le miroir en jeu, il faut poser le miroir, on récupère une mélodie apaisante dans la main, et si on veut pouvoir jouer les 2 autres, il faut maintenir le miroir en jeu. Ça entre en compétition avec le Saint-Rosaire, avec la clé de Saint-Hubert, avec le joyau d'Auréolus, etc., etc. Donc, pas intéressant pour un mystique. Carte suivante, chance ou fatalité. C'est un événement de niveau 2 qui coûte 2. Chance bénie, rapide à jouer quand de la fatalité devrait être placée sur n'importe quelle carte scénario. 1 max par partie. Annuler une fatalité qui vient d'être placée sur cette carte. Bannissez chance ou fatalité. C'est extrêmement situationnel. Vous pouvez en utiliser qu'un par partie. Donc la deuxième copie, si vous en avez 2 copies dans votre deck, la deuxième vous sert à rien. Il faut le bannir, donc repayer 2 XP pour le remettre dans le deck. Mais vous annulez une fatalité qui vient d'être placée sur n'importe quelle carte scénario. Donc sur la carte d'intrigue, sur un lieu, sur un ennemi, sur une carte rencontre attachée à un lieu. Alors je veux pas trop spoiler, j'entre pas dans les détails, mais il y a des scénarios, il y a un ennemi qui apparaît, il y a plein de fatalités qui se mettent sur lui,
dont une fatalité qui peut faire avancer l'intrigue, vous annulez cette fatalité-là et vous tuez l'ennemi. L'intrigue n'a pas avancé, vous avez de nouveau une marge de 3, donc vous avez encore 2 phases d'investigation pleines après celle-là. Ou alors, vous avez... enfin voilà, il peut arriver que vous ayez une fatalité qui vous fasse avancer l'intrigue, alors que, avec une action ou 2 de plus, vous pouviez retirer plusieurs fatalités, vous donner plusieurs phases d'investigation encore. Et ben, chance ou fatalité, ok, 2 XP parce qu'il faut le bannir et ensuite le racheter, mais 2 XP potentiellement ça vous donne 2 tours de plus. 2 tours de... Enfin, je dis 2 tours, c'est un exemple, hein, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 5... Ça vous donne du temps en plus. Ce temps, éventuellement, vous permettra de vider des lieux pour gagner plus d'XP, de tuer des ennemis pour gagner plus d'XP, ou tout simplement d'obtenir une résolution plus favorable à court ou à long terme. Donc très bonne carte. Carte suivante, E-Catastrophe. Événement de niveau 3 qui coûte 2, qui a 2 icônes libres. C'est très bien, 2 icônes libres. Bon, même si un mystique, la plupart du temps, il veut des icônes de volonté. Mais des fois il doit faire un autre test. Rapide. Ah oui, ça non plus c'est pas traduit. Oui. À jouer quand vous révélez un jeton du chaos qui devrait réduire votre valeur de compétence à 0 lors d'un test de compétence, en incluant le jeton tentacule d'échec automatique. Annulez ce jeton et traitez-le comme un signe des anciens à la place. Cette carte est géniale. Et c'est dingue, il n'y a pas besoin de la bannir. Vous remplacez un échec automatique par un bon résultat, probablement une réussite. Dans le cadre de Père Mathéo, c'est une réussite automatique. Il n'y a pas besoin de le bannir. Voilà. Donc vraiment, la carte est géniale. 3 XP, c'est pas rien, mais c'est pas non plus énorme. Père Mathéo, il va être amené à acheter, s'il combat, s'il ne fait pas que de l'investigation, il va être amené à acheter un flétrissement de niveau 5. J'achète sans tenir au plan, ça me coûte 6 XP. Si vous jouez les tabous, maintenant vous avez des cartes à 8 ou 10 XP. Bref, le coût de la carte n'est pas élevé, il n'y a pas besoin de la bannir, donc on paie une seule fois le coût de la carte. Il y a 2 icônes libres, donc c'est pas une carte morte si vous n'avez pas l'utiliser pour son texte. 2 ressources, bon bah vous les gardez les 2 ressources, c'est pas un problème. Vous ne ratez pas votre test. Vous annulez le jeton du chaos qui a été révélé, donc potentiellement vous annulez un effet négatif. Prenez une blessure, rajoutez une fatalité, ou quelque chose du genre, vous perdez vos actions. Par exemple, vous enquêtez avec un rituel de recherche, vous piochez un jeton qui vous dit -3, enfin vous piochez un crâne, à ce moment-là le crâne c'est un -4, vous avez raté votre enquête, comme vous avez pioché un crâne, votre tour normalement s'arrête immédiatement, vous jouez E-Catastrophe, vous dites c'est un signe des anciens, du coup c'est une réussite automatique, donc j'ai mes 2 indices grâce au rituel de recherche, mon tour n'est pas fini, et maintenant soit j'ai le droit à une action supplémentaire, soit je pioche une carte et je gagne une ressource. Donc dans un deck Père Mathéo, je trouve ça vraiment génial. Carte suivante, modifier la destinée, événement de niveau 3 qui coûte 1, qui a un icône libre, sort béni. Ah, bon, c'était pas le cas des autres, petite remarque, c'est un sort, donc on peut le tutorer avec l'initié aux arcanes. Sort béni, rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre de joueur, action rapide. Choisissez défausser du jeu une traîtrise non faiblesse qui n'est pas attachée à un ennemi élite. Donc les brouillards couvrants, les portes verrouillées, les spires de Carcosa, toutes les traîtrises que vous attachez à un lieu et qui vous gênent parce que ça rend l'investigation quasiment impossible, parce que ça vous empêche de bouger, parce que ça vous dit à la fin du tour, si vous êtes toujours dans le lieu, vous prenez un dégât, et ben vous le retirez. Tout ce qui n'est pas attaché à un ennemi élite, vous pouvez avoir... Alors bon, le scénario remonte un certain temps, donc je pense que c'est pas spoilé. Dans le musée de Miskatonic, l'horreur chasseresse, alors je sais pas si elle est élite ou pas, je vais vérifier tout de suite, tiens. Bon, elle est élite, mauvais exemple, mais il doit bien y avoir des scénarios dans lesquels vous avez des cartes rencontres qui s'attachent à des ennemis non élites et qui vont dire cet ennemi a
plus 1 en combat, cet ennemi a plus 1 point de vie par fatalité sur lui, des trucs comme ça qui peuvent bien booster votre ennemi. Là, vous en débarrassez. Donc une très bonne carte. En fait, chance ou fatalité, catastrophe et modifier la destinée sont des cartes que moi je qualifierais de contrôle. Vous devez avancer l'intrigue. Enfin, si vous retirez de la fatalité, c'est pour pas faire avancer l'intrigue. Donc l'intrigue devra avancer. Non, elle avance pas. Vous devriez rater votre test. Ben non. Non, vu que vous avez pioché un signe des anciens, si vous le jouez sur un de vos tests avec Père Mathéo, vous réussissez automatiquement le test. Et là, il y a une traîtrise non-faiblesse qui vous bloque dans un lieu, qui bloque l'investigation, qui interdit l'exploration, si vous jouez la civilisation oubliée. Eh ben, non. Voilà, c'est un peu... Ces cartes-là, c'est un peu les cartes... vous jouez la carte et vous dites au deck de rencontre, ben non, tout simplement. Donc, assez sympathique. J'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. Père Mathéo, j'ai dû le tester un petit peu, mais brièvement, et il y a quand même un certain temps. Mais sur le papier, c'est sympathique. Alors les autres cartes bénies, bon, incantation protectrice, signe des anciens cristallins et contre-sort sont des cartes mystiques. Il y a accès en tant que carte mystique. Je ne vais pas en parler maintenant. Enfin, je regarde rapidement. Incantation protectrice, vous scellez n'importe quoi sauf l'échec automatique, vous avez un coût d'entretien d'une ressource. Sceller un mauvais jeton, c'est bien, dépenser une ressource par round pour le faire, c'est cher. Ouais. Signe des anciens cristallins, c'est un accessoire qui vous donne plus 1 dans chaque caractéristique, mais vous devez sceller le plus 1 ou le signe des anciens. Le plus 1, c'est un des meilleurs jetons. Pour Père Mathéo, le signe des anciens, c'est le meilleur jeton. Donc c'est quand même un gros coup. Plus 1 dans chaque caractéristique. Probablement, vous utiliserez assez rarement l'agilité et la force. Donc c'est pas... Le coût est cher. Le coût de sceller un plus 1 ou un signe des anciens est cher. Un bonus dans les 4 caractéristiques, c'est bien, mais c'est de l'overkill. C'est plus que nécessaire pour un mystique. Et le contre-sort... Tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de niveau 0, non ? Rapide à jouer quand un pion KO, crâne, cultiste, tablette ou tentacule... chose ancienne, et révélez lors d'un test de compétence dans votre lieu, annulez ce pion KO, vous n'en révélez pas de nouveau pour le remplacer, pareil c'est du contrôle quelque part. Voilà. Ah oui, alors là je sais pas pourquoi, oui voilà c'est ça, je sais pas pourquoi c'est pas ressorti dans ma recherche sur le mot-clé, sur le trait béni, mais comme carte béni il y a aussi, et j'espère que c'est la dernière que je n'ai pas oublié d'autres, il y a munitions personnalisées, c'est en gardien, un événement de niveau 3 qui coûte 3, amélioration ravitaillement béni, rapide à jouer uniquement lors de votre tour, attachez cette carte à un soutien arme à feu contrôlé par un investigateur dans votre lieu, placez 2 munitions sur ce soutien, limite de 1 par soutien, les attaques effectuées avec le soutien attaché gagnent plus 1 dégât contre les ennemis monstres. Voilà. Alors, Père Mathéo il n'a pas d'arme à feu, peut-être qu'un jour il y aura une arme à feu mystique, peut-être. Donc il va jouer ça sur un autre investigateur. Pour 3 ressources, il donne 2 munitions à une arme à feu, et toutes les munitions qu'il y a sur l'arme à feu, maintenant ou plus tard, enfin tant que munitions personnalisées restent attachées, infligent plus 1 dégât contre les ennemis monstres. Donc là, ça donne à Père Mathéo un petit rôle de soutien. Soit vous mettez ça sur une grosse arme, type fusil à éclair, pour que ça soit vraiment la grosse arme de bourrin pour tuer l'ennemi de fin de campagne, ou de fin de scénario, encore une fois à condition qu'il ait le trait monstre, ou alors sur une arme un petit peu plus commune, si vous avez un deck qui fait beaucoup de rechargement d'armes à feu. Si vous avez un deck qui joue contrebande, aventurier, munitions supplémentaires, ou une de ces cartes ou l'ensemble de ces cartes-là, vous avez plein de munitions, ben là toutes les munitions qui sont sur l'arme à feu font plus 1 dégât au monstre, et pour peu que vous utilisiez bien entretenu, quand l'arme part dans la défausse, elle revient dans la main avec munitions personnalisées, si je dis pas de bêtises. Bon, oui, je crois que c'est ça, vu qu'elle revient dans la main avec toutes les améliorations autres que bien entretenues, ça devrait le faire. Voilà, bonne carte. 3 XP, je sais pas si c'est la première carte que je mettrai dans un deck Père Mathéo. En parlant de points d'expérience. Encore une fois, Père Mathéo, il commence avec 5 points d'expérience, donc je vais parler de quelques cartes qui
pour moi, peuvent être de bonnes manières de dépenser ces 5 points d'expérience. Alors, première carte, le sceau du signe des anciens. C'est une compétence de niveau 5, donc ça prend toute l'expérience de départ de Père Mathéo. Un icône libre. Ne révélez pas de pion chaos de la réserve du chaos pour ce test. Traitez le pion chaos révélé pour ce test comme étant un signe des anciens. Quand ce test se termine, retirez le sceau du signe des anciens de la partie. Concrètement, vous avez une carte dans votre deck qui vous dit « Réussissez automatiquement ce test ». Alors, c'est une carte, il faudra la piocher. Bon, c'est un sort, vous essayerez de le tutorer avec l'initié aux arcanes. Mais une fois par partie, vous avez cette carte qui vous dit « Réussissez votre test ». Père Mathéo, il a sa réaction qui fait dire une fois par partie « Non, ça c'est pas un échec automatique, c'est un signe des anciens ». Si il joue sur lui-même, ça lui fait une réussite automatique. Donc là, vous avez une deuxième réussite automatique. Enfin, vous rajoutez une réussite automatique. Alors, il faudrait... Je sais pas, c'est peut-être quelque chose, il faudrait demander à des spécialistes, poser la question, parcourir tous les errata au cas où. Mais moi, il me semble que cette compétence-là ne dépend pas des jetons scellés. Ce que je veux dire, c'est que vous ne révélez pas de pion de la réserve du chaos. Et vous considérez que vous avez révélé un signe des anciens. Pour moi, ça veut dire, même si le signe des anciens n'est pas dans la réserve du chaos, eh ben, vous avez pioché un signe des anciens. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir le signe des anciens scellé, par exemple sur le codex des âges, jouer le sceau du signe des anciens, et bénéficier de votre réussite automatique. Alors, je pense que je poserai la question sur le forum non officiel, et si on me répond que je me trompe, je ferai une petite édition dans la vidéo. Mais ça veut dire que dans le cas que j'avais cité auparavant, imaginons Père Mathéo, il a joué le codex de la fin des âges, il a scellé le signe des anciens, il doit combattre l'ennemi de fin de scénario, il fait une première attaque avec son flétrissement de niveau 5, il joue le sceau du signe des anciens, réussite automatique, il fait une autre attaque, et là il dit, je prends le signe des anciens qui est sur mon codex, réussite automatique. Éventuellement, il peut aussi choisir qu'à l'issue de chacun de ces tests, il gagne une action gratuite, et là, s'il a toujours des munitions sur son flétrissement, il doit pouvoir faire 2 autres actions. Voilà. Encore une fois, la carte est pratique vu que c'est une réussite automatique. Le problème, c'est que c'est 5 XP. Donc vous n'en aurez qu'un exemplaire dans votre deck et il faudra piocher cette carte. Oula, déjà 50 minutes de vidéo, quasiment. Carte suivante, Atamé spirituel. C'est un soutien de niveau 1 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main. Objet, relique, arme, corps à corps. Action rapide. Lors d'un test de compétence sur une carte sort, inclinez l'atamé spirituel, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Action, inclinez l'atamé spirituel, combattre, vous gagnez plus 2 en force pour cette attaque. Donc vous avez un objet qui vous occupe une main, et une fois par round, vu que vous devez l'incliner, vous vous donnez plus 1 à test de compétence sur une carte sort. Je sais pas si j'ai dit plus 1, vous donnez plus 2. Donc, la carte sort vous permet de faire un test d'enquête, vous donnez plus 2. Cette carte-là vous fait faire une attaque, plus 2. Une évasion, plus 2. Peu importe, tant que c'est une carte sort, plus 2. Donc c'est extrêmement polyvalent comme bonus sur l'utilisation des sorts. Vous avez de base 4 en volonté. Vous allez essayer de vous donner un plus 1 en volonté, voire même un plus 2 si possible. Donc normalement vous serez à 5-6 de volonté. Vous utilisez un sort qui vous permet de faire... vous utilisez des sorts qui vous permettent de tout faire à la volonté, donc de tout faire avec une caractéristique de 5. Vous utilisez Vous utilisez l'atamé spirituel, et vous partez à 7 contre la difficulté du test. C'est quand même bien pratique. Et l'action de combat, plus 2 en force, vous attaquez avec une force de 4. Les rats de mémoire ont une force de 1. Donc vous êtes engagé au combat avec un rat, vous dépensez pas une charge de flétrissement ou d'un autre sort. Vous combattez à l'atamé spirituel. Vous attaquez un ennemi un peu plus puissant, et même un ennemi qui a une force 2 ou 3, il a plus qu'un point de vie, vous essayez peut-être à l'atamé spirituel. Ensuite c'est pareil, ça dépend des circonstances. Si vous êtes pressé par le temps, une charge de flétrissement. Si vous n'êtes pas pressé par le temps mais que vous voulez économiser vos charges de flétrissement, le combat à l'atamé.
Donc très bonne carte pour avoir, oui, comme carte de départ de deck, c'est du bonus sur les sorts avant que vous ayez des sorts qui vous donnent des bonus. Parce que quand vous avez votre flétrissement de niveau 5, vous combattez à plus 3 volontés de mémoire, mais le flétrissement de niveau 0, il ne vous donne pas de bonus de volonté. Là, la tamée spirituelle, il vous donnera plus de votre volonté pour attaquer avec le flétrissement. Donc, excellente carte de mystique. L'emplacement de main, bon, c'est pas gênant. Carte suivante, le contre-sort. J'en ai parlé tout à l'heure, donc je vais faire rapide. Événement de niveau 2, ça coûte 2, c'est rapide. Vous piochez un jeton KO négatif, autre que l'échec automatique, vous l'annulez. Probablement, vous transformez un échec en réussite. Et ces jetons négatifs, généralement, ils ont un malus. Perte d'action, perte de ressources, dégâts, horreur, etc. Vous annulez ça aussi. Extrêmement bien. Carte suivante, charisme. Alors, donc c'est un soutien de niveau 3, impermanent. Vous avez le droit à un allié supplémentaire. Et les mystiques ont de bons petits alliés. L'initié aux arcanes, moi je la mets dans tous les decks mystiques, c'est un tuteur à sort. Chaque tour, vous l'inclinez pour chercher un sort parmi les 3 cartes du dessus de votre deck. Bon, 3 cartes, c'est pas beaucoup, mais ça vous permettra de piocher quand même plus rapidement vos sorts. Il y a aussi David Renfield qui est bien. Tant qu'il a une fatalité sur lui, vous avez plus 1 en volonté. Et quand vous l'inclinez, vous choisissez si vous lui rajoutez de la fatalité dessus, et ensuite vous piochez, vous gagnez autant de ressources que le nombre de fatalités sur lui. C'est un très bon générateur de ressources. Bon, à un moment donné, il faut se soucier de la fatalité qu'il y a sur lui. Mais si vous le posez au premier tour, il vous file 1 ressource, deuxième tour 2 ressources, troisième tour 3 ressources. Ça vous fait déjà 6 ressources. Si vous arrivez à l'utiliser au 4e tour, plus 4 ressources, vous êtes à 10 ressources. Vous avez votre petit pool de ressources. Ça vous fait de quoi payer vos contre-sorts, vos œufs catastrophes, vos sorts tout simplement. C'est intéressant. On verra tout à l'heure, il y a aussi Olive McBride qui peut être très 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 intéressante pour Père Mathéo. En début de campagne, vous n'avez pas accès à un charisme normalement et vous devez jongler entre les alliés. Vous posez l'initié aux arcanes, vous tutorez vos sorts, et quand vous avez un flétrissement en jeu, un flétrissement en main, et mettons un rituel de recherche en main, vous dites l'initié aux arcanes, je vais devoir la sacrifier pour utiliser à la place. Voilà, encore une fois, Olive McBride ou David Renfield, enfin voilà. Et là, si vous commencez la campagne avec charisme, non. Vous n'avez pas ce problème. Éventuellement, même, vous mettez en jeu les 2 initiés aux arcanes au premier tour et vous tutorez 2 fois. Enfin, 2 fois par tour, vous essayez de tutorer un sort. La clé 10. Un soutien de niveau 5 qui occupe un emplacement d'accessoires, objet relique. Vous gagnez plus 1 à chacune de vos compétences pour chaque horreur sur la clé 10. Forcez quand n'importe quel nombre d'horreurs devrait être placé sur vous, placez une de ces horreurs sur la clé 10. Forcez quand la clé 10 quitte le jeu, défaussez les 10 cartes du dessus de votre deck. Et la clé 10 a 4 points de santé mentale. Donc elle peut avoir 3 horreurs sur elle et vous filez plus 3 à chacune de vos compétences. Alors je pense que j'en ai parlé longtemps dans le pack La Pale Carcosa, enfin dans la vidéo de redéballage du pack La Pale Carcosa. Donc je ne vais pas m'étendre. Ça coûte tous vos XP, mais ça peut vous donner plus 3 dans toutes vos compétences. Encore une fois, avoir des bonus dans toutes les compétences, un mystique, il y a certaines compétences qu'il utilisera assez peu, mais c'est un énorme bonus. La carte est tellement énorme qu'il y a des gens qui s'interdisent de la jouer ou qui se l'autorisent que dans des circonstances très spéciales, du genre le solo ou le mode cauchemar, le mode expert. Et dans la liste des tabous, qui est parue, je pense que c'est au printemps dernier, la carte s'est vue ajouter. Alors encore une fois, les tabous c'est optionnel, vous choisissez de les utiliser ou de ne pas les utiliser, moi je les utilise pas. La carte a reçu exceptionnel. Donc si vous jouez avec les tabous, la clé 10, vous avez le droit d'en mettre qu'une par deck et elle coûte 10 points d'expérience. Voilà. Alors, une carte qui ne coûte pas d'expérience, mais qui est, c'est pour ça que j'en parle maintenant, qui est très intéressante dans un deck Père Mathéo, c'est Olive McBride. C'est un soutien de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'allié. C'est un allié, un sorcier. Réaction, quand vous devriez révéler un pion KO, inclinez Olive McBride, révélez 3 pions KO au lieu de 1.
choisissez 2 de ces pions à résoudre et ignorez l'autre. Elle a 1 point de vie, 3 points de santé mentale. Au lieu de piocher un pion, vous en piochez 3, vous en résolvez 2 parmi 3. Donc en fait, toute la question qui se pose avec cette carte, c'est quelles sont les statistiques ? Quelles sont les statistiques de réussite en piochant un jeton ? Quelles sont les chances, enfin les statistiques de réussite, les chances, quand on pioche 3 jetons et qu'on en résout 2 des 3. Alors déjà, l'évidence, pourquoi cette carte-là est intéressante avec Père Mathéo ? Tout simplement parce que sur les 3 jetons, il y a des chances qu'il y ait le signe des anciens. Si vous révélez le signe des anciens, vous le choisissez comme un des 2 jetons à résoudre. Et c'est une réussite automatique, sauf si le deuxième que vous devez résoudre, c'est l'échec automatique. Mais si vous avez le signe des anciens, l'échec automatique et un troisième, vous choisissez le signe des anciens et le troisième, réussite automatique, c'est réussi. À moins qu'il y ait un autre jeton spécial qui a un effet du genre, quel que soit le résultat du test, vous subissez 2 horreurs. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il vaut mieux un échec sans conséquence, un échec automatique sans conséquence, plutôt que se prendre 2 horreurs. Donc Olive McBride, avec plein d'investigateurs, elle a un effet très limité, c'est très circonstanciel, autant avec Père Mathéo, ça peut être un effet très important. Notamment, encore une fois, lui, dans le sac, il a un jeton qui lui dit « Vous avez réussi automatiquement ». Vous jouez en mode normal, les modificateurs des jetons vont de, mettons, -5 à +1. Pour Père Mathéo, c'est de -5 à +1 et une réussite automatique. Vous faites un test, vous partez de -5 par rapport à la difficulté. Si grâce à Olive McBride, vous arrivez à résoudre le signe des anciens, réussite automatique, même si vous étiez à 5 en dessous de la difficulté. Alors les stats, moi je ne les ai pas faites. Par contre, dans la vidéo de déballage le cœur des anciens, faite par Man From Lang, son pseudo c'est Man From Lang et sa chaîne c'est The Whisperer in Darkness. Il a fait donc une vidéo sur les cartes mystiques de ce pack, et là-dedans, il parle de statistiques. Alors les statistiques ont été calculées par un mathématicien, lui l'a mis en forme. Voilà, j'ai écouté la vidéo il y a longtemps, je mettrai un lien. Si vous êtes un minimum anglophone, essayez de l'écouter. Là de toute façon je vais incruster les images. Donc voilà, quand vous êtes à -x avec x supérieur à 1, donc quand vous êtes à -2, -3, etc., sans Olive McBride, Père Mathéo, il n'a aucune chance de réussir le test. Avec Olive McBride, il a 26% de chance, donc il a plus d'une chance sur 4 de réussir. L'écart est énorme. Quand il est à -1 par rapport à la difficulté, il passe de 14 à 36% de chance. Quand il est à 0, il passe de 50 à 54. Le reste, c'est très marginal. Mais Olive McBride, c'est l'allié qui une fois sur 4, fait réussir Père Mathéo quand sans elle, il n'avait aucune chance de réussite. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur Père Mathéo et sa construction de deck. Alors là, un exemple de deck, un duo. Alors évidemment, encore une fois, ça remonte à longtemps. Je pourrais pas vous dire avec qui était le duo. Je regarde rapidement. Il y a flétrissement, il n'y a pas le rituel de recherche. Il y a flétrissement, il n'y a pas rituel de recherche. Il n'y a pas... Comment ça s'appelle ? Il n'y a pas l'événement qui fait trouver des indices mais piocher une carte du deck de rencontre. Donc c'est un deck de combat. Bon, il y a une lampe torche, ça j'en mets soin. C'est un deck de combat. Donc c'était sûrement en duo avec une une enquêtrice pure. Et je suppose que ça devait être Daisy, probablement. Bon, bref, deck Père Mathéo pour un duo, début de campagne. Qu'est-ce que je lui ai mis ? 2 atamés spirituels, 1 charisme. Comme allié, 2 initiés aux arcanes, 2 Olive McBride. Et puis, quoi d'autre ? Symbole magique en un exemplaire pour qu'il ait 3 emplacements d'arcane. Il a flétrissement, le combat classique. Atrophie, un seul dégât à la fois, mais si vous avez le bon jeton, vous piochez le bon jeton, l'ennemi a -1 de combat et -1 d'évasion pour le reste du tour.
Donc si vous avez un ennemi à 3 points de vie, vous l'attaquez avec atrophie. Si vous réussissez votre attaque, il perd 1 point de vie. Si vous réussissez encore mieux votre attaque, il perd 1 de combat. Et vous le finissez au flétrissement. Brume de relier pour faire un petit peu d'évasion. Du coup, je suppose que j'avais ça en tête pour faire la civilisation oubliée. Le Saint-Rosaire, comme Père Mathéo n'utilisera pas trop son intelligence, là j'ai choisi de ne pas mettre la clé de Saint-Hubert. Étude des arcanes, pour le bonus en volonté, pour le boost de la volonté, et peut-être un peu de temps en temps boost d'intelligence. Recherche ésotérique pour avoir de meilleurs sorts encore plus vite. Creuser trop profondément pour avoir encore plus de points de victoire. Libérer l'âme pour... voilà. Classique, pour payer ses sorts moins chers. Nier l'existence, sort de protection, pour se protéger du deck de rencontre. Voyage astral, parce qu'éventuellement à la fin du scénario, vous devez traverser tout... C'est embêtant, ça, toute la carte, toute la map, tout le terrain. Donc je mets ça comme pour un truand, je mettrais probablement insaisissable ou je fiche le camp d'ici. Compétence, un cran. Défiance pour un peu de contrôle, sans peur, du contrôle, du soin d'horreur, voilà. Et quand on arrive en fin de campagne, alors 45 XP, ArkhamDB, à moins qu'il y ait une option que je n'ai jamais vue, il calcule le coût en XP théorique. C'est-à-dire que si vous incluez, comme c'est le cas dans ce deck, recherche ésotérique, il y a certaines évolutions qui vont vous coûter moins d'expérience. Avec 2 recherches ésotériques dans le deck, quand à la fin du premier scénario, je passe de flétrissement de niveau 0 à flétrissement de niveau 3, ça me coûte qu'1 point d'expérience. Mais ArkhamDB va quand même compter les 3 points. Donc là, 45 points d'expérience, après des gains d'expérience dans 7 scénarios, vous optimisez de sorte à ce que la recherche ésotérique marche à chaque fois. À la fin de chaque scénario, les 2 recherches ésotériques vous économisent 2 XP. Ça a lieu 7 fois. Du coup, les 2 recherches ésotériques vous économisent 14 XP. Vous commencez à 5 XP. Donc, c'est, que je dise pas de bêtises, au final, il y a juste 26 XP à gagner. Donc, c'est encore même très raisonnable pour un deck de fin de campagne. Ma campagne Carcosa récente, le dernier scénario, je dirais que j'ai gagné 9 points d'expérience et je finissais à 44. Donc, à la fin du 7e scénario, j'avais 36 XP. Et là, ce deck-là, 45 XP théorique, c'est quand on en gagne 26. Donc si j'en avais gagné 36 avec Père Mathéo lors d'une campagne, j'aurais pu lui mettre encore 10 points d'expérience là. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a ? Alors j'ai pas noté quelle carte est remplacée par quoi, mais Chant des Morts, 5 charges, c'est mieux que Flétrissement. De base, vous ne faites qu'un dégât à la fois, mais si vous révélez un crâne, plus de dégâts, vous avez Olive McBride. Plus de chances de piocher les crânes. Flétrissement de niveau 5, il n'y a rien à dire. Se souvenir du futur, si la carte est redressée, vous faites un test, vous nommez un jeton. Si vous révélez le jeton, vous inclinez cette carte, vous gagnez plus 2 à la valeur de compétence pour le test. Encore une fois, Olive McBride, elle vous permet de choisir les jetons que vous révélez. Du coup, vous faites un test, vous ne voulez pas le rater, vous allez nommer le jeton qui est le plus problématique, en dehors de l'échec automatique. Si dans votre sac du chaos, vous avez échec automatique, -4, -3, etc., etc., vous allez, nommer -4. Vous utilisez Olive McBride, elle marche qu'une fois par tour, je le rappelle. Vous utilisez Olive McBride, vous sortez 3 jetons, vous ne considérez pas le plus gênant des 2, vous ne considérez pas le plus gênant des 3, et vous résolvez les 2 autres. Si sur les 2, il y a le -4, vous vous donnez plus 2, donc c'est comme si vous aviez un -2 à la place du -4. Et ça va être pratique parce que, oui, Olive McBride, si elle vous permet d'avoir le signe des anciens, c'est une réussite automatique. Mais si vous n'avez pas de chance, vous avez -3, -4, échec automatique. Échec automatique plus -3, ça vous fait rater. Échec automatique plus -4, ça vous fait rater. -3 plus -4, ça vous fait -7. C'est probable que ça vous fasse rater. Si vous avez nommé -4, c'est pas -3 plus -4, c'est -3 plus -4 plus 2, ça vous fait -5. Alors ça encore assez improbable que
ça soit une réussite. Mais si par contre c'est -1, -4, bah vous avez grâce à ce souvenir du futur, vous avez un modificateur de -3, pas de -5. Là, pour le coup, vous avez une meilleure chance. On peut avoir les deux en jeu. Tant qu'ils ne sont pas inclinés, ils sont utilisables. Je ne vois rien qui interdit d'utiliser les deux à la fois. Donc, je suppose, ça fait partie des choses, moi ça me semble logique, mais il faut demander confirmation à des gens qui ont plus l'habitude de décrypter le texte des JCE. Moi, il me semble qu'on peut avoir les deux exemplaires en jeu. Avec un des deux, on dit -3. Avec l'autre, on dit -4. Et éventuellement, les deux s'activent à la fois. Et là, même situation avec Olive McBride, vous révélez le -3, le -4, l'échec automatique. Vous dites que vous résolvez le -3, -4. Vous inclinez vos deux, se souvenir du futur. Et le modificateur total est de -3. Voilà. Un seul charisme, ça suffit. Sort de protection de niveau 2. Seulement de niveau 2 parce que ça marche pour les investigateurs dans n'importe quel lieu, pas uniquement pour vous. Défiance de niveau 2, parce que vous annulez tous les effets des jetons négatifs. Encore une fois, vous pouvez utiliser l'Olive McBride pour avoir plus de chances de révéler ça. Donc vous révélez un -2, un crâne, vous ignorez l'effet du crâne. Sans peur de niveau 2, ça vous donne plus d'envolonté, vous pouvez soigner une ou deux horreurs. Saut du signe des anciens en 2 exemplaires, 2 réussites automatiques. Voilà. Alors là, une carte qui visiblement, il y a, je pense que c'était Olive McBride qui était mal positionnée. D'autres cartes intéressantes pour Père Mathéo, je ne vais pas m'éterniser. Là, j'en suis déjà, j'en suis à 1h10 de vidéo. Père Mathéo, il y a plein de choses à dire sur lui. Je vais passer rapidement, parce que vous aussi, ça doit commencer à être long pour vous. Statue grotesque. Soutien de niveau 4, ça occupe un emplacement de main, 4 charges. Quand vous devriez révéler un pion KO, dépensez une charge, révélez 2 pions KO au lieu de 1. Choisissez un de ces pions et ignorez l'autre. Pareil, vous pouvez faire un deck Père Mathéo dans lequel vous essayez d'optimiser la pioche des jetons. Avec Olive McBride, ça se combine. Il faut tout simplement choisir l'ordre de résolution. Et vous allez dire, avec Olive McBride, vous piochez 3 jetons. Et vous utilisez la statue grotesque pour dire le 3e jeton que je pioche avec Olive McBride, je le remplace par 2 jetons. Sur ces 2 jetons-là, vous en choisissez un, et c'est celui-là parmi les deux qui fait partie des 3 que vous résolvez, des 3 sur lesquels s'applique la capacité d'Olive McBride. Donc oui, c'est un peu brise neurone, mais ça peut être intéressant. Autre carte, prémonition. Rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre de joueur action rapide. Encore une fois, je fais le résumé. Vous piochez un pion du chaos. Ça interagit avec Statue Grotesque, ça interagit avec Olive McBride. Vous le posez sur prémonition. La prochaine fois que vous faites un test, au lieu de piocher un jeton, vous résolvez celui qui est sur prémonition. Donc en fait, vous piochez un jeton, en fonction du jeton, vous allez choisir un test plus ou moins dur. Vous êtes dans un lieu où l'enquête est difficile et vous avez la possibilité de faire autre chose. Mettons qu'il y a un ennemi engagé avec un autre investigateur. Vous jouez prémonition. Vous piochez un jeton. Si le jeton est très négatif, vous allez faire ensuite l'action la plus facile, qui sera réussie malgré le jeton négatif. Si vous avez un jeton positif, pas forcément avec un modificateur positif, mais un jeton qui n'est pas trop gênant, vous allez faire l'action la plus dure. Si s'il y a une action impossible et que vous avez révélé un signe des anciens, eh bien, pour Père Mathéo, ce n'est pas impossible vu qu'il a le signe des anciens. Alors je vérifie, j'ai assez d'espace de stockage sur mon disque, je voudrais pas que l'acquisition s'arrête brutalement. Sombre prophétie, un événement rapide, révéler 5 pions au lieu de 1. Vous choisissez un pion avec un symbole négatif, vous le résolvez, vous ignorez les autres. Encore une fois, du choix parmi les jetons. Ça combine avec ce souvenir du futur. Vous utilisez ce souvenir du futur, par exemple, vous dites crâne, vous utilisez son prophétie, vous révélez les 5 jetons. Si un crâne, vous résolvez le crâne, vous avez un +2 grâce à ce souvenir du futur et du coup le crâne n'est plus un problème. Évidemment, si le seul
jeton révélé parmi cette liste-là, c'est l'échec automatique, c'est un échec, sauf que Père Mathéo, une fois par partie, peut transformer l'échec automatique en réussite automatique. Enfin, en signe des anciens, et pour lui, c'est une réussite automatique. Bon, saut du signe des anciens, j'en ai déjà parlé. Et voilà, après, après 1h15 d'enregistrement, j'arrive enfin aux 4 cartes du pack. Première carte, les brumes de Relier. Un soutien de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane. C'est un sort, ça a 4 charges. Action, dépenser une charge, échapper à. Cette tentative d'évasion utilise la volonté au lieu de l'agilité, classique. En cas de réussite après avoir échappé à l'ennemi choisi, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Si un symbole négatif, enfin un symbole spécial, est révélé lors de cette tentative d'évasion, choisissez et défaussez une carte de votre main. De l'évasion à la volonté. Moi j'ai tendance à faire un peu le bourrin, j'ai un ennemi, je le combats. Depuis la sortie de la civilisation oubliée, j'essaie de perdre cette habitude, parce que, bon, c'est pas un spoiler, hein, mais il y a un mécanisme, c'est la vengeance. Je dis pour les gens qui regardent les vidéos sans avoir la boîte, sans avoir lu les règles, la vengeance, quand l'ennemi part dans la pile de victoire, pardon, je reprends. S'il y a marqué vengeance X, quand l'ennemi est vaincu, il part dans la pile de victoire, et il vous donne à la fin de la partie des points de vengeance. Et c'est négatif. Je suis pas arrivé jusqu'à la fin de la campagne, donc je sais pas encore à quel point c'est négatif, mais c'est négatif. Du coup, l'évasion, ça présente de l'intérêt maintenant. Je dis plus tuer les ennemis, je dis gérer les ennemis. Les gérer, ça peut être leur échapper. À la volonté, comme une évasion à la volonté. Les mystiques veulent tout faire à la volonté, donc ça c'est bien. En cas de réussite, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Donc vous échappez à l'ennemi et vous pouvez vous déplacer. C'est du 2 en 1. Et l'effet négatif de la carte, l'effet secondaire, oui on va dire ça comme ça, l'effet négatif c'est de choisir et défausser une carte de la main. C'est embêtant mais au moins on l'a choisi. Dans le pack Les Profondeurs de Yoff, il y a la version de niveau 4. Qu'est-ce que ça change ? Vous avez plus 3 en volonté, c'est énorme, plus 3 en volonté. Et voilà. Je ne vois pas d'autre différence. Oui, non, j'en vois pas d'autres. 4 points d'expérience de plus pour avoir un plus 3 pour faire la tentative. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu parce que le plus 3 en volonté, vous pouvez vous le donner par ailleurs. C'est un sort. Si vous faites une évasion avec les brumes de Relier de niveau... Ah si, pardon. Il y a une charge de plus. On passe de 4 à 5 charges. Mais si vous êtes à un niveau avancé, vous faites une évasion avec les brumes de Relier, vous voulez booster votre test, vous avez les cartes compétences, vous pouvez dépenser des ressources avec étude des arcanes, vous avez le permanent qui vous donne des... Vous avez, je crois que c'est pacte de sang, vous mettez une fatalité, vous donnez plus 3 en volonté, vous avez ce souvenir du futur pour mitiger les jetons les plus négatifs, vous avez l'atamé spirituel, vous avez tout un tas de solutions. Dépenser 4 XP pour faire les tests à plus 3 volonté, je trouve ça cher. Carte suivante, la pierre ctonienne. C'est un soutien de niveau 0 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main. Objet relique maudit. Scellé, crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne. Forcé, après que vous avez révélé un symbole échec automatique lors d'un test de compétence, renvoyez la pierre ctonienne dans votre main. Donc vous scellez un des jetons les plus embêtants de la réserve du chaos. C'est bien. Par contre, dès que vous révélez l'échec automatique, vous renvoyez la pierre dans la main. Et c'est-à-dire qu'il faudra la rejouer. Moi, honnêtement, j'ai encore jamais joué avec les mécaniques scellées. Je trouve que c'est quand même un peu lourd. Là, vous avez un emplacement de main, vous pourriez avoir un atamé spirituel pour vous donner, une fois par round, un plus 2 à votre test de compétence pour un sort. Scellé, l'idée est bien, mais il faut énormément... Il faut sceller beaucoup de jetons pour que ça soit efficace. D'un point de vue calcul statistique, c'est une vraie prise de tête parce que dès que vous scellez un jeton, on va dire le modificateur moyen du jeton que vous piochez est meilleur, vu que vous avez pioché un jeton très défavorable, mais il y a un jeton de moins, donc vous avez plus de chances de piocher l'échec automatique. Alors la pierre ctonienne est unique, mais imaginons, oui j'ai oublié de le préciser plus tôt ça, imaginons vous avez en jeu une carte qui scelle un crâne. Vous avez la pierre ctonienne qui scelle un crâne. Vous avez 2 autres cartes, je n'ai pas d'exemple en tête, qui scellent les 2 autres crânes. Dans le sac du chaos, vous n'avez plus de crâne.
Par contre, vous passez d'une... Enfin, c'est pas des chances, c'est des risques. Vous passez d'un 1/16e de cas où vous piochez l'échec automatique à 1/13e. Donc vous échappez au crâne, mais vous piocherez plus souvent l'échec automatique. À noter, c'est une relique, ça peut entrer dans un deck d'Ursula Downs. Carte suivante, j'en ai déjà parlé très rapidement, donc je vais détailler là. Incantation protectrice, soutien de niveau 1 qui coûte 1, qui occupe un emplacement d'arcane, rituel béni, limite collective de 2 exemplaires d'incantation protectrice en jeu, scellez n'importe lequel sauf l'échec automatique, forcé, à la fin de votre tour, vous devez soit dépenser une ressource, soit défausser incantation protectrice. Sceller un jeton, c'est bien, vous ne pouvez pas sceller l'échec automatique, c'est dommage. Ça occupe un emplacement d'arcane, c'est problématique, parce que votre mystique, ces emplacements d'arcane, il va les utiliser pour ses sorts en général, des sorts qui font quelque chose. L'incantation protectrice, tout ce qu'elle fait, c'est de vous éviter un jeton. C'est pas comment dire, offensif, c'est pas le bon terme, c'est pas actif, c'est pas quelque chose qui vous permet de construire, c'est quelque chose qui vous empêche d'être bloqué. Et le problème aussi du coup d'entretien, c'est quand même très gênant. Jamais joué cette carte, si je devais la jouer, dans quel deck je la jouerais, je sais pas trop. Dans un groupe de 4, est-ce qu'on peut faire du soutien avec l'idée de sceller les jetons? Peut-être. Un deck mystique avec 2 incantations protectrices, et donc aucune autre carte qui utilise un emplacement d'arcane, avec la pierre chtonienne, avec, si c'est Père Mathéo, si c'est Père Mathéo, si c'est le signe des anciens, ça va être pas des masses, mais voilà, peut-être à 3-4 joueurs, mais moi je joue pas dans cette configuration-là. Le reste du temps, je sais pas, ça me semble pas particulièrement intéressant. Éventuellement, je suis en train d'y penser là dans un deck Daisy Walker. Elle peut inclure la carte, elle utilisera peu ses emplacements d'arcane et une ressource par tour. Encore une fois, si vous jouez pas les tabous, Daisy Walker, vous lui donnez le docteur Milan Christopher, elle réussit plein d'enquêtes, elle gagne plein de ressources, une de ces ressources va être utilisée pour payer l'incantation protectrice et continuer à sceller un jeton problématique. Voilà. Dernière carte du pack, Sombre Prophétie, j'en ai déjà parlé, je vais pas redire exactement la même chose, mais je résume. 5 jetons, et vous piochez 5 jetons au lieu d'un, mais vous devez résoudre le crâne, le cultiste, la tablette, la chose ancienne ou l'échec automatique si il est présent. Si on a plusieurs présents, vous choisissez lequel. Si aucun n'est présent, vous choisissez le jeton que vous résolvez parmi les 5. Enfin. J'arrive enfin au bout de la vidéo. Alors, petit résumé quand même. Père Mathéo, le concept est intéressant, je ne l'ai jamais joué, j'aimerais bien le jouer. Avec les cartes bénies qui, petit à petit, sont sorties, on doit pouvoir le jouer dans un rôle de contrôle. Oui, c'est intriguant. Mais comme les rôles de soutien, un rôle de contrôle, j'ai du mal à voir ça, 1 ou 2 joueurs. J'ai peur que ça soit un peu faible, je joue pas à 3 ou 4 joueurs, du coup, j'aimerais bien le jouer dans le bon contexte, je sais pas si j'en aurai l'occasion, si j'aurai envie de prendre le risque de me planter complètement parce que j'ai un rôle inadapté à mon groupe d'investigateurs. Les cartes de la classe mystique, les brumes de relier, de l'évasion à la volonté, avec en plus la possibilité de se déplacer vers un lieu connexe. Très bon. 4 charges. Alors ça occupe un emplacement d'arcane, mais avoir un sort de combat et un sort d'évasion, c'est quand même bien. La pierre chtonienne, vous scellez un jeton un jeton spécial autre que l'échec automatique. Ça c'est bien. Quand vous révélez l'échec automatique, vous le ramenez dans votre main, c'est moins bien. Incantation protectrice, vous scellez, c'est bien. Il y a du coup d'entretien. Ouais. Et sombre prophétie, le principe c'est quand même que vous allez choisir un des pires jetons. Enfin, vous allez choisir un mauvais jeton à résoudre. Vous n'allez pas choisir le pire évidemment, vous allez choisir le meilleur, mais le meilleur parmi les mauvais. C'est une carte qui est intéressante uniquement si vous pouvez combiner avec autre chose, avec Olive McBride,
avec la capacité une fois par partie de Permatéo, avec Prémonition, et avec, j'ai l'impression que j'en oublie un, se souvenir du futur. Le reste du temps, non, c'est pas intéressant. Bon ben voilà, enfin, la fin de cette vidéo. Je dis enfin, comme d'habitude, j'ai aimé faire cette vidéo, mais je commence à avoir la gorge un peu sèche, un peu mal à la gorge. Et, pardon pour éventuellement les petits cliquettements, les chocs, c'est moi qui prends des gorgées de thé depuis ma bouteille avec je sais pas comment on appelle ça, un bouchon qui est tenu par un système métallique comme les vieilles bouteilles de limonade et certaines bouteilles de bière. Donc j'étais content de faire la vidéo, mais après avoir discuté pendant 1h30 quasiment, j'ai la gorge sèche, je suis ravi de rafraîchir ma gorge, et au lieu de parler, d'écouter une vidéo autre de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et dans quelques secondes, la version numéro 1 de mon petit speech de fin de vidéo dont je parlais dans mes vidéos précédentes. Voilà le petit speech dans lequel j'explique que n'hésitez surtout pas à participer, à m'interpeller et à dire ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas dans ces vidéos. Voilà, bonne journée, bon début de semaine, parce que j'aurais pas le courage de tout éditer en ce dimanche soir. Voilà, à la prochaine, au revoir. Voilà, comme je l'indiquais dans ma première vidéo de présentation des infos de la chaîne, désormais je colle ce petit morceau audio à la fin de chaque vidéo. Je vous invite à laisser des commentaires si vous en avez, à poser vos questions, à partager votre avis si vous avez un avis différent du mien, à indiquer des précisions que je pourrais avoir oubliées. Éventuellement, même si la vidéo est un petit peu vieille, n'hésitez pas à dire dernièrement il est sorti telle carte, qu'est-ce que t'en penses, ou il y a telle nouvelle carte que moi j'ai testée par rapport à ce que tu dis dans ta vidéo, voilà mon opinion. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Comme en ce moment, toutes mes vidéos portent sur Horror Arkham. Si vous avez aimé cette vidéo-là et éventuellement les précédentes, n'hésitez pas à vous abonner. Les prochaines vidéos, ça sera aussi sur Horror Arkham. Et puis si c'est votre truc, vous pouvez appuyer sur le pouce vers le haut ou sur le pouce vers le bas. J'espère que non, mais bon, peut arriver de faire de mauvaises vidéos. Voilà, et donc je vous dis bonne suite de journée, bonne fin de soirée. Et j'espère à la prochaine. Au revoir.